J-2. Dans 2 jours, dimanche, premier tour de l'élection présidentielle, évidemment. Ce matin, notre dernier entretien d'embauche avant le premier tour. Entre les 2 tours, ben oui, entretien d'embauche, oui, c'est comme ça. Ça vous fait sourire, Marine Le Pen, mais c'est comme ça. C'est nous qui vous embauchons, finalement, nous les Français. Hein. C'est vrai. Non ? Oui, c'est plus que ça. Ah oui, enfin, c'est plus que ça. Vous allez conduire... Donc c'est encore plus important qu'un entretien d'embauche. Voilà. Entre les 2 tours, nous recevons bien sûr les 2 candidats que les Français auront sélectionnés. Alors, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes née au cœur de l'été, 5 août à Neuilly. Marine, c'est votre prénom de baptême, j'ai vu, parce que l'état civil n'a pas voulu enregistrer ce prénom. C'est vrai. En expliquant qu'il n'existait pas, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon. 1976. Non, 1968. Non, je parle pas de... Je n'ai pas donné votre année de naissance. C'est voilà, vous devez. Pourquoi ? Parce que 1976... 68, c'est... Oui. Ça fait symbolique. de moi, quelque part... peut-être au fond de moi, une révolutionnaire. Une anti-marxiste forcenée. Ah, anti-marxiste forcené, oui. Bah oui, parce qu'on a vu ce que ça a donné tout de même dans le monde. Hein. Cette idéologie marxiste, elle a quand même fait 100 millions de morts. Elle a fait de la désespérance. Elle a tué la liberté. Donc c'est une idéologie dont on... pensait quand même d'ailleurs qu'elle avait été combattue et vaincue, et j'ai le sentiment peut-être là que non, pas tout à fait. Bien, je vous parlais de 1976 parce que vous étiez enfant. Bien sûr, vous aviez 8 ans. Je n'avais pas donné votre âge par respect. Vous le donnez encore. Toutes les jeunes femmes, je dis bien les jeunes femmes, mais vous êtes plus jeunes que moi. Toutes les jeunes femmes qui viennent ici, on ne connaît pas leur âge, mais 1976, vous êtes enfant, vous avez 8 ans. À l'époque, une bombe est déposée dans l'immeuble où vous habitez. Vos parents occupent 2 étages de cet immeuble. Vous êtes réveillé brutalement et vous réalisez alors que votre père est quelqu'un de connu et qu'on lui en veut. Oui, je suis entré dans la politique avec cette explosion. J'ai pris conscience qu'on pouvait risquer sa peau, hein, et ça a été un bouleversement pour moi, incontestablement. J'ai compris d'abord ce que faisait mon père, et j'ai compris que ce qu'il faisait, parfois entraînait le sacrifice de vivre dans le danger. Les poseurs de bombes n'ont jamais été retrouvés, Jamais. je crois. Jamais. Bien. J'ai une question à vous poser, puisque vous parlez de votre père et que j'ai regardé votre vie. Au passage, c'est une question que j'ai posée aux auditeurs d'RMC il y a peu de temps, et on s'est beaucoup amusé avec. Est-ce que vous pourriez vivre avec quelqu'un qui ne partage pas vos opinions politiques ? Non, c'est surtout lui qui pourrait pas vivre avec moi. Parce que ma vie est tellement justement une succession quand même de sacrifices de la vie personnelle, hein, de la vie sociale, qu'on ne peut accepter cela quand on est un conjoint que lorsque on est porté soi-même, je veux dire par une conviction très forte. Mais vous ne pourriez pas, vous. Moi, je pourrais vivre avec... Moi, j'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs. Oui, je crois. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui partagent pas du tout mes idées. Mais en revanche, je pense que le conjoint ne peut pas supporter tout cela si lui-même ne partage pas cet idéal, à mon sens. Hein. Études de droit à SAS, DEA de droit pénal, avocate au barreau de Paris, 92-98. La politique, vous commencez à suivre votre père sur le terrain lors de la campagne des municipales de 1983, je crois. Dès votre majorité, vous adhérez au Front National. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Première candidature législative à Paris en 93 face à Bernard Pons, et vous réalisez un peu plus de 11% des voix. 1998, scission au Front National avec Bruno Maigret. Qu'est-il devenu, Bruno Maigret ? Vous ne savez pas. Bon, pour beaucoup de militants, dans un trou. Et pour beaucoup de militants, vous êtes une opportuniste trop moderne. Déjà à l'époque. Je suis une opportuniste. Oui. Ah non, c'est pas des militants qui disent ça. Oh, tiens, j'ai lu dans la bouche de beaucoup de militants de Bruno Maigret. Non, c'est pas des militants. Oui, des militants du Front National de l'époque. Ah bah oui, ce sont des gens qui évidemment étaient en combat contre nous. Bon, ils voulaient récupérer le Front National et on s'est battu pour conserver le Front National. Donc effectivement, j'étais en première ligne. Moi, j'assume toujours mes responsabilités. Donc quand j'ai une opinion, je la défends, et je la défends en pleine lumière. Je ne glisse pas, je ne torture pas. C'est pas ma personnalité. Donc évidemment, ils n'étaient pas très contents parce que à l'époque, j'étais responsable du service juridique et je leur ai mené la vie dure, puisque vous vous souvenez, il y avait toute une série de procès qui ont terminé par la victoire du Front National. Bien, 2002, votre père est au second tour de l'élection présidentielle. Juillet 2002, vous prenez la tête de l'association Génération Le Pen, Génération au pluriel, avec pour ambition de dédiaboliser l'image du Front National. Vous voulez décomplexer les futurs électeurs. 2004, vous êtes députée européenne. 2004-2009. Là, je vois que vous assistez
jusqu'à 58% des séances à Strasbourg, oui. à peu près 58%. Vous avez voté dans une proportion de 38%, comme la majorité des députés à Strasbourg. Oui, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Ah, oui. Parce qu'en réalité, si vous voulez, il y a énormément d'amendements et souvent les amendements améliorent le texte principal. Donc il nous arrive de voter des amendements, hein, on en vote d'ailleurs pas mal, parce qu'on considère que par rapport au texte initial qui en règle générale est épouvantable parce que l'Union européenne va toujours dans le même sens, hein, le sens de l'ultralibéralisme, le sens de l'absence de liberté des peuples, le sens de toujours plus de pouvoir donné aux banques, de pouvoir donné au commerce, qui écrase tout sur son passage, mais il y a bien souvent des amendements qui essayent de réduire un petit peu cet aspect néfaste, donc on les vote. Alors, députée européenne, c'est 7 956 € par mois, 6 200 un peu plus une fois que les impôts sont payés, plus 4 280 et quelques euros de frais. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bien. Alors, vous n'aimez pas que l'on parle trop de votre père. J'ai vu différentes déclarations. Mais je vais quand même revenir sur les propos qu'il a tenus mardi après votre meeting au Zénith de Paris. Je vais le citer. Il a commencé à parler devant une caméra et il a parlé des bobos. Alors, je vais le citer. Le bobo se porte plutôt à gauche et il est poilu de la gueule d'habitude. Il ajoute, c'est la mode musulmane, ça, d'être poilu de la gueule, et ça vous fait prendre pour un FLN. Le bobo fait du vélo. Il fait du vélo, oui, comme NS, en faisant allusion au goût pour le cyclisme de Nicolas Sarkozy. Votre père ajoute, NS, national-socialisme. Ah, pardon, j'ai cru, en regardant la place de la Concorde l'autre jour, j'ai cru que c'était Nuremberg avec NS. Fin de citation. Alors là, vous regrettez ? Vous déplorez ou vous condamnez? Non, écoutez, ça c'est un propos de couloir, quoi. C'est pas un propos de couloir. Non, mais c'est un propos de couloir. Non, mais je vous pose la question. Non, mais d'accord, mais vous vous rendez compte qu'on est dans la dernière. Marine non, mais Le Pen. vous voyez, c'est pour ça que je suis agacé. Mais parce pourquoi que vous quand êtes agacé, parce que quand Jean-Marie Le Pen fait une blague dont vous avez le droit de penser Mais qu'elle est c'est une mauvaise, bonne- moi-même je la trouve mauvaise. Voilà, Bon. je trouve que c'est une mauvaise blague. Voilà, Bon. parce Non, que mais vous dites voilà. jeudi, là-bas. Vous dites, c'est une mauvaise blague. Mais vous voyez, quand le ministre de l'Intérieur, en Oui. revanche, Oui. de manière, là sans rire, dit Oui. que je suis national et socialiste, cherchant à laisser penser que je suis nazi, de manière extrêmement sérieuse. Enfin, vous me direz, le ministre de l'Intérieur, il rit quand il se brûle, lui. Hein. Là, On en a ça me parlé. paraît beaucoup... Oui, mais vous voyez, ça me paraît évidemment beaucoup plus... Je vous avais même interrogé là-dessus. Politiquement, beaucoup plus révélateur. Voilà. Donc c'est ça qui m'agace, c'est que je veux parler du fond. Oui, mais évidemment qu'on va parler du fond. Il Voilà. n'empêche que vous regrettez. On est d'accord. Oui. Bon, d'accord. Un mot encore de cette plainte contre Eva Joly, c'était ici même, hein, Oui. à votre place, qui a dit que vous étiez l'héritière de votre père milliardaire par un détournement de succession. Oui, c'est ignoble. Elle faisait allusion à l'héritage qu'avait reçu Jean-Marie Le Pen dans les années 70 d'un de ses amis, Hubert Lambert, ce qui avait donné lieu à un début de conflit avec la famille du défunt, mais le règlement à l'amiable a suivi ce début de conflit. Oui. Bien, vous avez été débouté. Oui, de manière faites scandaleuse. appel, vous Oui, faites bien appel, sûr, bien sûr, je fais appel. Ça passe demain. Oui, demain. Oui, je fais appel parce que le tribunal dit Marine Le Pen n'est pas concernée. Elle dit bien, c'est l'héritière de. Or, je trouve que c'est une diffamation très grave. Et vous savez, moi, j'attaque régulièrement quand on attaque ma probité, parce que je suis extrêmement attaché à ma probité. Je pense. C'est la probité de votre père. Là, Oui, non, mais d'accord, mais sinon, parce que là, j'hériterais donc d'un argent qui est détourné. Or, ces diffamations-là ont été condamnées 1000 fois. Et Madame Joly n'a pas d'excuse puisqu'elle est ancienne juge d'instruction. Donc, elle sait ce qu'elle dit. Enfin, elle est censée savoir ce qu'elle dit. Quoi qu'on finisse par se poser la question de si sa chute sur la tête n'a pas été plus grave que ce qui a été pronostiqué. Moi, dès qu'on met en cause ma probité, j'attaque. Ça chute sur la tête plus oui, parce grave que, écoutez, quand j'entends... puisqu'on parle de propos qui ont l'air de choquer les uns et les autres, moi, les propos qu'elle a tenus à son dernier discours, j'ai trouvé ça extrêmement choquant, moi. Que Madame Joly, quand elle parlait de Bougnoul, Youpa, etc., Youpa, je trouve ça... Et de Norvégiennes ménopausées. Oui, ça me paraît moins choquant, mais j'ai trouvé ça très choquant. Bon, donc... Monsieur Bourdin, ma probité, écoutez-moi, parce que je trouve ça très choquant, je trouve ça vulgaire, choquant, insultant. Voilà, je m'étonne d'ailleurs que personne ne trouve cela choquant. Bon, bref. Ma probité, j'y tiens beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que la vie politique française est très corrompue.
Et moi, je tiens à cette droiture, à cette probité. Je pense que c'est un élément essentiel des qualités qui doivent être celles d'un président de la République. Et c'est pour ça que j'attaque quand on diffame sur ce sujet-là. Parce que je trouve ça inadmissible. Mais Nicolas Sarkozy devrait attaquer votre père en diffamation? Non, ce ne serait pas de la diffamation en l'occurrence. C'est pas de la diffamation? Non. Non. Non, mais ça, on va pas rentrer dans un débat. Je vous dis ça comme ça, parce que lui pourrait aussi on va pas rentrer dans un débat. En revanche, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy aurait pu... Et quand Eva Joly dit Nicolas Sarkozy... Alors, je vous pose la question. Quand Eva Joly dit Nicolas Sarkozy veut être réélu pour éviter le tribunal, qu'est-ce que vous dites? Il y a une tradition républicaine, c'est difficile, qui fait que le président de la République, en règle générale, n'attaque pas ni en injure ni en diffamation. Oui. Donc, Nicolas Sarkozy pourra attaquer Madame Eva Joly. Lundi, puisque... Est-ce qu'elle a raison? Alors, on va parler de cela, tiens. Est-ce qu'elle a raison de dire cela, Eva Joly? Dès lundi. À propos de Nicolas Sarkozy. Il est évident qu'il y a eu un certain nombre d'affaires, qu'il y a des soupçons, et que la justice est en train de découvrir que la vie politique française est encore une fois très éloignée des valeurs de probité qui pourtant devraient être les siennes, et que les Français devraient exiger d'ailleurs, parce qu'il faut une exigence de leur part. Les Français sont parfois un peu laxistes avec leur classe politique, voyez-vous, parce que après tout, c'est à eux de sanctionner lorsqu'ils considèrent que des comportements sont indignes. Lorsque, comme je l'ai fait, j'ai lutté contre la corruption dans le Pas-de-Calais avec toute la force de mon âme, avec Steve Briouat, nous avons lutté contre le maire et que nous avons dénoncé le fait que l'ensemble du Pas-de-Calais était corrompu complètement, qu'on était en train de voler l'argent des pauvres. Est-ce que vous imaginez ça quand même? Les élus socialistes volaient l'argent des pauvres. Voler, c'est déjà horrible quand on est un élu, détourner de l'argent public, mais quand c'est au détriment des pauvres, il n'y a rien de pire. Mais est-ce qu'on a interrogé M. Hollande sur ce sujet? Il a été pendant 10 ans. Oui, il a été interrogé, oui. Oui, mais il a été pendant 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est quand même important de savoir ce qu'il pense de ce type de comportement. Marine Le Pen, je reviens. Est-ce que vous pensez, comme Eva Joly, que le président de la République fait tout pour être réélu parce qu'il ne veut pas se retrouver ou retarder le moment où il risque de se retrouver devant un juge? Oui, sûrement. Oui. Vous le pensez? Il veut retarder le moment où il sera obligé de s'expliquer sur un certain nombre de reproches qui lui sont faits et qui sont révélés par les enquêtes en cours. Bien, dans 2 jours, le premier tour. On parlait un peu de politique, et ensuite votre programme. Dans 2 jours, le premier tour, et vous affirmez depuis plusieurs jours que Nicolas Sarkozy ne sera pas présent au second tour. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça? Ah non, je dis qu'il sera battu. Qui sera battu. Il sera battu. Mais il sera battu au premier dimanche ou il sera battu il peut être battu. le 6 mai. Il peut être battu dimanche. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça? Mais de toute façon, il est battu. Et pourquoi, dites-vous, il est battu? Parce que... Quelle certitude? Mais lui-même en a la certitude. Il est battu, il ne sera pas le prochain président de la République française. Et il le sait. Et d'ailleurs, on voit, vous avez vu quand même cette sorte de panique qui le saisit au point d'aller faire des promesses de dernière minute aux Français de l'étranger pour tenter de rameuter un électorat qui peut-être n'est pas encore décidé. La proposition qu'il vient de faire sur le fait de payer les retraites le 1er au lieu du 8 pour essayer d'attirer les personnes âgées. Cet électoralisme-là, si vous voulez, cette précipitation, cette angoisse qui le saisit, démontre que lui-même sait qu'il a perdu. Or, il a perdu, donc il partira. Donc il est déjà parti. Donc il a dit ici, votez pour Nicolas Sarkozy qu'il partirait, qu'il quitterait la politique s'il était battu. Voilà. Donc voter pour Nicolas Sarkozy, c'est voter pour quelqu'un qui est déjà parti. C'est quand même malheureux parce que on a des choses très importantes à faire. Il dit voter pour Marine Le Pen, c'est le vote inutile par excellence, c'est donner une voix à François Hollande. Mais ça aussi, c'est un argument, et objectivement de la part d'un président sortant, un argument aussi piteux, dirons-nous, que celui-là est révélateur quand même de l'angoisse qui est la sienne. Voter pour Marine Le Pen, c'est voter pour Marine Le Pen. Et c'est peut-être même la seule candidate où voter pour Marine Le Pen, c'est vraiment voter pour Marine Le Pen. Parce que voter pour Eva Joly, c'est voter pour Hollande. Voter pour M. Mélenchon, c'est voter pour Hollande. Voter pour M. Bayrou, c'est voter pour M. Sarkozy. Puisque chacun va venir au soutien des autres. Vous pensez que François Bayrou sera le Premier ministre de Nicolas Sarkozy? En tout cas, et que entre les deux tours, l'alliance se... Oui. Je le crois. Je le crois. On s'en reparlera, mais je le crois. Donc voter pour Marine Le Pen, c'est justement le seul vote où véritablement on va voter pour un projet qui est radicalement différent. Et puis voter pour une espérance, Monsieur Bourdin.
une espérance, une porte ouverte. Les Français ne voient que des portes fermées depuis 30 ans. On leur propose les mêmes solutions, les mêmes tours de vis, les mêmes tours de clés. Moi, je leur ouvre une porte. Voilà, je leur propose de reprendre possession de leur pays, de leur dignité, de leur fierté, de retrouver le sourire, parce que c'est aussi ça qui manque. Un peu de joie, un peu d'espérance dans un bonheur pour demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On est responsable de ça aussi. On se bat pas que pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas des égoïstes. Oui, Voyez, vous, les candidats, vous êtes responsables de ça. Vous, les candidats. Mais non, tous les Français sont responsables de ça. Oui, Mais dites-moi, évidemment, tous les Français, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que moi je dis aux aussi. Français? Je dis dimanche, invitez-vous à la table des élites. C'est-à-dire, cette élection est la vôtre. Mais Marine Le Pen, vous êtes extraordinaire. Vous me dites, il faut redonner de la joie aux Français. Oui. Mais je vous ai écouté, qu'est-ce que vous me dites? Ah, vous me dites, il y a plus de chômeurs. C'est vrai, c'est un constat. Il y a plus d'immigrés qu'on ne dit. Oui. Il y a plus de fraude fiscale qu'on ne dit. Oui. Il y a plus de viande halal qu'on ne dit. Oui. Les cambriolages augmentent. Oui. Vous dites, ah bah oui, c'est vrai. Les pauvres sont de plus en plus nombreux. Les salariés précaires de plus en plus nombreux. Et on peut s'en sortir. C'est comme ça qu'on donne le moral aux Français dans une campagne. Non, les Français sont des adultes. Il faut leur parler comme à des adultes. Moi, je ne peux pas trouver un remède si je n'ai pas le bon diagnostic. Et les Français le savent d'ailleurs, tout cela. Donc je leur donne un diagnostic. Je dis, écoutez, voilà, incontestablement, ça va mal. Et ça va de plus en plus mal. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il y a des moyens, il y a des mesures à mettre en œuvre. Et venez les mettre en œuvre avec moi. Parce que je ne les mettrai en œuvre que parce que vous voulez que je les mette en œuvre. Et c'est en cela peut-être que ma candidature est différente des autres. Moi, je suis la candidate du peuple. Quand on dit ça comme ça veut rien dire. C'est-à-dire que je suis la candidate qui va faire ce que le peuple va réclamer, ce que le peuple attend. Et c'est pour ça le référendum d'initiative populaire. C'est pour ça la proportionnelle que je veux remettre en œuvre. Vous voyez, c'est-à-dire que je veux qu'ils reprennent leur destin en main. Je leur dis pourquoi je suis contre l'Union européenne soviétique là qu'ils ont construit. Parce qu'en réalité, on vous impose des décisions que vous n'avez pas validées. Je veux que vous repreniez votre destin en main. C'est à vous de choisir. Et même à la limite, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous tromper. Je préfère que vous vous trompiez plutôt que de confier à des banquiers ou à des technocrates le soin de décider de notre avenir commun. Mais vraiment, François Hollande, Nicolas Sarkozy sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez dit, de toute façon, je ne donnerai, si je ne suis pas au second tour, je ne donnerai pas de consignes de vote. Hein. D'abord, les consignes de vote, les électeurs font ce qu'ils en veulent. Essayons de faire une toute petite analyse. Allez-y. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, on transfère des pans de souveraineté de la France de plus en plus à l'Union européenne. Pas, ça c'est votre point de vue. Alors mon point de vue, je le résume en 2 minutes. Oui. Nous ne pouvons plus décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Nous n'avons plus la maîtrise de notre politique d'immigration. Nous n'avons plus la maîtrise de notre monnaie. Nous n'avons plus la maîtrise de notre budget, puisque grâce à Nicolas Sarkozy, merci beaucoup, et à l'abstention de Monsieur Hollande, eh bien, on va soumettre nos budgets à la Commission européenne qui va nous dire non, revoyez votre copie. On n'a plus la maîtrise de notre souveraineté législative, puisque les directives européennes ont un pouvoir supérieur à ce que décide le peuple français. Donc, à quoi sont-ils candidats? Ils sont candidats à quoi exactement? Au poste de quoi? D'employés de la Commission européenne, je sais pas à quoi ils sont candidats. Moi, je suis candidate au poste de présidente de la République. Présider la République. Et la République, c'est le peuple. Et le peuple français est le seul souverain légitime. Voilà. Et si je n'avais qu'une seule phrase à dire, c'est celle-là. Vous êtes le seul souverain légitime. Ne l'oubliez jamais et agissez en tant que tel. Marine Le Pen, il y a des législatives qui vont suivre la présidentielle. Oui. Encore 2-3 mots de politique et ensuite une petite pause et votre programme. Il y a des législatives. Est-ce que vous dites que si Nicolas Sarkozy est battu, l'UMP explose? Est-ce que vous proposez ce matin à des membres de l'UMP de venir vous rejoindre dans un grand rassemblement? Mais je propose à tous les patriotes de venir me rejoindre. Voilà. Donc, UMP, pas UMP, ancien. Vous savez, élus UMP. Oui, mais attendez, Monsieur Bourdin, vous savez, les élus. Quoi, les élus majorité UMP, de droite ou d'extrême droite? Les élus UMP, comme les élus PS, c'est pas les 15 qu'on voit tout le temps. Ce sont des élus de terrain. Ce sont des gens qui sont. Il y en a déjà qui. Mais évidemment, il y en a avec lesquels nous sommes en contact. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la politique de Nicolas Sarkozy. Des députés, des élus importants, des élus importants. Oui, des élus assez importants. Et ils savent très bien, Monsieur Bourdin, que. Des députés. Oui. Et ils savent très bien que Nicolas Sarkozy va perdre à cause de Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy n'a pas respecté les promesses qu'il avait faites. Il s'est fait élire sur un programme. Il ne l'a pas effectué. Il a même fait l'inverse. Et donc, ils savent qu'elle reste
responsabilité porte Nicolas Sarkozy dans l'échec, d'abord, de toutes les élections intermédiaires, permettez-moi quand même, hein, l'échec des régionales, l'échec des sénatoriales, etc., etc., et l'échec de la présidentielle. Il n'aurait pas dû prendre Nicolas Sarkozy comme candidat. Voilà, je leur dis, il n'aurait pas dû prendre Nicolas Sarkozy comme candidat, parce que cet homme a trahi le peuple, et le peuple ne lui pardonnera pas, et c'est pour ça qu'il va perdre cette élection, et qu'il le sait. Et c'est pour ça qu'il partira d'ailleurs. Il va partir, il va laisser le désert. Le désert, après avoir confié toutes les clés, si on continue comme ça, à la gauche, ben merci bien, je veux pas de ça, moi. Bien, Marine Le Pen avec nous ce matin, il est 8h40, 9h-20, vous êtes sur RMC BFM TV, à tout de suite dans 2 minutes. Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Marine Le Pen, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas marxiste, vous êtes capitaliste ? Je suis pour une économie de marché, mais régulée par un État fort. Voilà, je crois que c'est la seule condition pour que le capitalisme fonctionne, c'est qu'il soit régulé par un État fort et sous surveillance du peuple en réalité, et pas libéré comme avec la liberté du renard dans le poulailler, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que ça c'est la loi du plus fort. Bien, vous êtes élue présidente. Est-ce que vous proposez un référendum pour établir la peine de mort ? Oui, enfin je donnerai un choix aux Français entre la peine de mort et la perpétuité réelle. Réelle. Vous voteriez quoi, ce référendum ? Moi, je voterais pour la peine de mort. Vous voteriez pour la peine Oui. de mort. Vous avez évolué, me semble-t-il, non ? Non, je suis avocat et je pense que dans la construction... Vous avez toujours milité pour le rétablissement de la peine de mort. Je pense que dans la construction de l'échelle des peines, il est important qu'il y ait une peine vraiment supérieure. Comme dans les pays les moins démocratiques de la planète. Genre les États-Unis. Les États-Unis, vous avez vu qu'État après État, ouais. On revient sur la peine de mort. Ouais. Vous voulez que je vous cite les pays qui... Oui, mais les États-Unis... musulmans, oui, mais la majorité, par exemple. Oui, mais les États-Unis sont un l'Iran, pays... l'Arabie Saoudite. Oui, les États-Unis sont un pays où le système judiciaire est mauvais. Vous avez envie que la France ressemble à l'Arabie Saoudite, à la Chine, à l'Iran? Je veux que monsieur Mera, avant d'attraper une petite fille de 8 ans par les cheveux pour lui mettre une balle dans la tête, il sache que lui aussi risque la sienne. Et Breivik. Ouais, je veux ça. Et Breivik aussi. Je veux ça. Voilà. Bien. Autre référendum que vous voulez organiser très vite, la sortie de l'euro. Oui, je veux qu'on ait un débat. C'est-à-dire très vite. Je crois que... Vous êtes élue présidente, que se passe-t-il? Je pense que dans les 6 mois, il faut que ce référendum ait lieu. C'est important. Quelles questions posez-vous? C'est important. Est-ce que vous... ça va pas être aussi simple que... Voulez-vous conserver l'euro comme monnaie commune et revenir à nos monnaies nationales? Et entre-temps, monsieur Bourdin, je vais aller faire le tour des capitales européennes. Parce que les peuples sont en train de beaucoup bouger sur cette question. Beaucoup sont en train de se rendre compte que l'euro est en train de tuer de convaincre leur nos économie. partenaires. Et surtout, moi, j'ai pas trouvé une seule personne, pas une, qui est capable de me dire comment est-ce qu'on sort de la situation actuelle. Qui fait que on impose une austérité qui est... odieuse. Regardez les Grecs. Moi, que le Parti socialiste, objectivement, ne se scandalise pas, alors qu'ils sont soi-disant intéressés par la chose sociale, qu'ils ne se scandalisent pas de voir ce qu'on est en train de faire vivre au peuple grec à cause de leur volonté d'austérité. Je veux dire, une augmentation, le doublement des suicides, les files qui s'allongent devant les épiceries sociales, les gens qui ne s'en sortent plus. On est en train de faire vivre au peuple grec un cauchemar. Bon, et donc on va avoir ce débat. Parce qu'en fait, il n'a pas eu lieu ce débat sur l'euro. Vous déchirez le traité, quoi. Non, d'abord j'en parle avec le peuple français. Je lui explique pourquoi. Parce que je ne suis pas semi-démente, contrairement à ce que pensent certains. Imaginons. Bon, vous posez la question, référendum. Voilà. Si les Français disent non. Eh ben ils disent non. Vous partez? Non, je ne pars pas. Vous faites pas comme De Gaulle. Non, je ne pars pas parce que j'ai un plan de vigueur pour m'opposer au plan de rigueur qui est imposé par le PS et l'UMP. Oui. J'ai un plan de vigueur qui passe par un protectionnisme intelligent aux frontières, qui passe par une augmentation de 200 € sur les petits salaires pour relancer la machine économique, qui passe par de la trésorerie rendue aux artisans, commerçants, PME, PMI, parce que ce sont eux qui créent... Vous rendrez cette trésorerie, d'ailleurs? Alors ça, c'est très intéressant. Parce que vous savez bien, hein, vous avez beaucoup d'artisans de commerçants qui vous appellent pour vous dire on a un problème de trésorerie majeur, et puis surtout les banques ne prêtent pas. Bon, or une défaillance sur 2 d'entreprises, monsieur Bourdin, est liée à l'absence de trésorerie, c'est-à-dire ils ont des commandes,
Ils fonctionnent bien, ils tournent bien, mais comme ils n'ont pas de trésorerie, ils meurent. Alors moi, je vais décider que les entreprises de production, les entreprises de production puissent payer leur TVA à l'État, non plus à la facturation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais à l'encaissement, comme c'est le cas pour les prestataires de services. Eh bien, par exemple, je vous donne un exemple. Pour une boîte de 1 million de chiffre d'affaires, ça fait 30 000 euros dans la caisse de trésorerie. Pour une boîte qui fait 7 millions de chiffre d'affaires, ça fait 200 000 euros à peu près dans la caisse de trésorerie. Ça, c'est fondamental, parce que dans un moment où les entreprises ont des difficultés folles, on leur demande de jouer les banquiers de l'État. C'est quand même absolument incroyable, et de payer de la TVA qu'ils n'ont même pas encore perçue. Alors, les Français disent oui, on abandonne l'euro, on revient au franc. On est d'accord? Oui, revenir au franc, c'est pas une bonne formule, parce que c'est quoi? Alors, parce que ce sera pas l'ancien franc. Soyons concrets. Oui, parce quelle que monnaie? Ce sera pas l'ancien franc, ce sera un nouveau franc. Un nouveau franc. Bon, voilà. Donc on revient au franc. Enfin, un autre franc. Un nouveau franc. Voilà. Bon, alors là, évidemment, il va falloir payer la dette. Alors pour payer la dette, il faut payer la dette. Oui. Nous sommes très endettés. Oui. 1700 milliards. Oui, c'est pas de ma faute d'ailleurs. Hein. C'est de la faute de ceux qui se présentent à l'élection. Comment fait-on pour payer la dette? Alors on bat monnaie. Oui. La Banque de France. Oui. Et contrairement à ce que dit Monsieur Langlais, qui considère que les politiques sont des gens dangereux et fous, et donc il faut pas leur confier la machine monétaire, il préfère lui les confier aux banques. Ben, moi je trouve que les banquiers sont beaucoup plus fous que les politiques, surtout quand les politiques ont été choisis de manière raisonnable par le peuple français. La tentation d'un politique, c'est non, mais il n'y a pas de tentation. La monnaie pour financer. Pour financer toutes les promesses, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. C'est clair. On prévoit un plan, on dit voilà, on monétise 100 milliards par an. Voilà. Ça, on peut même l'inscrire dans le cadre d'un rapport avec le peuple. 100 milliards par an. 45 milliards pour rembourser le capital de la dette, 45 milliards pour rembourser les intérêts, 10 milliards pour relancer dans l'économie, parce que l'austérité est en train de nous tuer. Il faut quand même le savoir. Et ça va s'aggraver. Les plans sociaux, vous savez très bien, Monsieur Bourdin, que des plans sociaux sont en préparation et repoussés derrière l'élection. On parle d'Areva, on parle d'Air France. Moi, je reçois aussi, comme vous, des témoignages de gens qui le savent parfaitement. On parle de la FNAC. Bon, donc cette austérité est en train de tuer. Elle va tuer aussi nos commerçants, parce que si les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat, ils vont de moins en moins acheter. Nos commerçants vont aussi tomber les uns derrière les autres. Donc c'est une politique absurde. Or, c'est la politique qui est défendue par tout le monde. Moi, j'ai une vision exactement inverse à celle-là. Mais pour ça, vous avez raison. Il faut pas que je creuse les déficits, et il faut que je rembourse la dette. Et c'est pour ça qu'il faut que je retrouve la maîtrise de ma monnaie. Vous voyez, c'est pas idéologique dans mon esprit le retour à la maîtrise de la monnaie nationale. C'est pragmatique. C'est que je ne vois pas comment sortir. Tous ceux qui nous ont prêté vont s'affoler, là, dites-moi. Pourquoi? Dans le monde. Mais au contraire, vous croyez pas qu'ils sont en train de s'affoler actuellement? Pourquoi l'Espagne plonge? Parce que tous ceux qui nous ont prêté voient bien que les plans d'austérité européens qui sont appliqués, en réalité, feront que on ne remboursera jamais cette dette, puisque notre économie se contracte. Moins il y a de pouvoir d'achat, moins il y a plus il y a une contraction de l'économie, moins il y a de ressources pour l'État, puisqu'il y a de moins en moins d'impôts, puisque les gens gagnent moins, puisque les entreprises gagnent moins. C'est un cercle vicieux. Ils sont en train d'étouffer notre économie, et personne n'est capable de nous donner une solution pour sortir de cela. Ben moi, j'ai une solution pour sortir de cela. Dites-moi, et les produits que nous achetons, qui sont fabriqués à l'étranger, et comment fait-on? Comment fait-on quoi? Est-ce qu'ils coûteront plus cher? Oui. Ils coûteront plus cher. Tant mieux. C'est-à-dire, si on veut acheter un téléphone, par exemple, ça va coûter... Plus cher. Beaucoup plus cher. Oh, pourquoi beaucoup plus cher? Parce que si un franc égale un euro, ça va coûter beaucoup plus cher. Non, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher, ça coûtera un peu plus cher. Oui. Et donc, on va retrouver aussi une compétitivité. Moi, mon rôle, c'est de recréer des emplois en France. Je vous l'ai dit, la mondialisation, ça consiste à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Donc, c'est bien beau, si vous voulez, d'avoir des prix qui baissent. Et encore, ils baissent pas tant que ça, parce que la grande distribution se gave et en réalité profite pour augmenter ses marges des bénéfices de compétitivité qu'ils font en faisant travailler des esclaves. Parce que ça non plus, c'est une vision de l'homme que moi je partage pas, excusez-moi, cette mondialisation-là, j'en veux pas. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'on protège nos emplois français. Moi, je défends les travailleurs français. Moi, je suis pas Mélenchon, je défends pas les travailleurs du monde, je n'ai pas cette ambition, je défends les travailleurs français. Je veux qu'on réindustrialise la France. J'ai un plan stratégique de réindustrialisation. Mais pour ça, il faut que je sois compétitif. Et je peux pas être compétitif si je ne protège pas mes frontières. Bien, on va terminer avec les frontières, justement, avec l'immigration. J'ai regardé tous les chiffres, je suis allé voir toutes les enquêtes. Alors, la France est, de tous les pays d'Europe, celui qui accueille le moins de migrants en proportion de sa population.
C'est faux. Si, non, c'est pas vrai. En proportion de sa population, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accueille le moins de migrants en proportion de sa population. Donc, 5 millions de migrants en France. Donc on en accueille le plus d'Europe? Non, en proportion. Non mais d'accord. En proportion. Mais de tous les pays... La France est un pays d'immigration depuis le 19e siècle. Marine Le Pen, je vais vous donner des chiffres. Un Français sur 4 en France a au moins l'un de ses 4 grands-parents nés à l'étranger. Oui. Hein? On est bien d'accord. Oui, mais c'est pas le problème, ça, monsieur Bourdin. Quel est le problème? C'est pas le problème. Le problème, ce sont les vagues. C'est quoi? C'est le solde migratoire. Le problème, ce sont les vagues. Le plus faible d'Europe. Non, monsieur. Non, écoutez, monsieur, arrêtez avec ça, je vous en supplie, parce que. Mais c'est vrai. Écoutez, entre pendant les 30 entrants ans. et les sortants. Mais monsieur Bourdin. Mais tous les chiffres, je suis allé voir exprès. Je me suis dit, Marine Le Pen va me dire le contraire. Est-ce que vous avez entendu 1,6 pour 1000 écoutez, monsieur Bourdin. Oui. Vous racontez ce que vous voulez. Qui a les mêmes chiffres que nous. Pendant 30 ans, nos responsables politiques nous ont expliqué que l'immigration avait été arrêtée en 1973. Est-ce qu'on nous a menti, oui ou non? L'immigration a été la plus forte en France entre 1969 et 1973. Et depuis, ça s'est arrêté. Je dis pas que ça s'est arrêté, elle était plus forte entre 69 et 73 qu'aujourd'hui. L'immigration est très importante en France, trop importante en France. On laisse entrer des gens chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Bon sang, occupons-nous d'abord des nôtres, parce qu'on fait venir ces gens en leur faisant espérer quoi? On les loge où? On les met dans des hôtels qui brûlent? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des assistés? Eh bien moi je dis que quand on est dans une situation difficile comme la nôtre, on réserve ses efforts et ses sacrifices d'abord aux siens. Et on a un langage de vérité à l'égard des immigrés. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne continuez pas à venir. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous sommes au bord de la faillite. Voilà. Et si un jour nous allons mieux, si un jour nous avons la possibilité, trop d'emplois, et que nous n'avons pas assez de personnes, peut-être nous rouvrirons les frontières. Mais pour l'instant, désolé de vous dire que nous sommes obligés de les fermer. Et ça, gentiment, humainement, et avec tout le respect que l'on doit, encore une fois, aux humains et aux immigrés, parce que aux humains, on dit, on ne veut pas que vous viviez dans la misère. On veut que vous vous fixiez dans vos populations d'origine. Moi, j'en veux pas aux immigrés, vous comprenez ça? J'en veux aux politiques d'immigration. J'en veux aux politiques qui considèrent que qui ont organisé cette immigration et qui l'ont fait peser sur le peuple français. Vous comprenez? J'en veux pas aux immigrés, j'en veux aux politiques. Mais les politiques, il faut les sanctionner. Et l'élection, c'est le bon moment. Bien, merci Marine Le Pen. Voilà, nos entretiens d'embauche terminés. Merci, rendez-vous sur BFM TV dès lundi matin et sur AMC dans quelques minutes. Merci.